Eh bien, maintenant les actualités du mois de mars. La première, je choisis que fera l'humanité en cas de détection d'une civilisation extraterrestre. C'est un sujet auquel la plupart des personnes ne pensent pas beaucoup, ou pas du tout, étant très enthousiasmés juste par l'idée, s'ils y croient, et sinon ils n'y croient pas, donc pas besoin de réfléchir à la possibilité de ce qu'on ferait en cas d'une civilisation extraterrestre. Les nombreux exemples de contact avec les extraterrestres que nous avons dans la littérature et le cinéma se font rarement dans le calme, s'ensuit même souvent la fin de l'humanité. Un célèbre programme de recherche américain traite de la question du comportement à adopter par l'humanité. Il y a bien longtemps que la notion d'extraterrestre ne s'apparente plus au petit homme vert. Les récentes découvertes d'exoplanètes et autres progrès technologiques destinés à communiquer avec l'espace tendent à laisser croire qu'un contact sera un jour possible avec une civilisation n'appartenant pas à notre planète. Le protocole suggère tout d'abord de vérifier si ce signal n'est pas d'origine humaine, car nous ne sommes évidemment pas à l'abri de canulars. Puis, il ne faut pas communiquer avec les populations dans un souci d'éviter la panique, mais plutôt informer les grandes organisations de recherche autour du monde. Si le signal est confirmé par ces organisations, comme l'Union astronomique internationale, dont le siège est à Paris, celle-là, elle devra communiquer la nouvelle au monde. Le secrétaire général de l'ONU devra également être mis au courant très rapidement. Le protocole indique également que les données relatives au signal devront être bien conservées et que la fréquence radio sur laquelle le signal a été découvert devra être réservée exclusivement aux chercheurs, puisque les extraterrestres pourraient décider de se manifester à nouveau. Il faudrait surtout ne pas le répandre avant qu'une convention internationale ne soit organisée pour statuer à propos de la décision à prendre. Bon, la première fois que je vois donc quelqu'un qui essaye vraiment d'encadrer la chose et de voir comment on pourrait faire pas à pas pour réagir à un tel événement. Il y a un détail qui présuppose qu'on va recevoir un signal de loin, alors que nous qui nous intéressons au phénomène OVNI, nous voyons et nous savons qu'il y a des observations tout le temps, que ce ne sera probablement pas un signal qui va venir de loin, mais probablement quelque chose de bien plus près. Donc ça laisse des questions, à mon avis. Et cet article a été publié sur sciencepost.fr, donc c'est pas... Bon, c'est un magazine scientifique, et je vois de plus en plus des articles qui, même s'ils font partie de la science, s'inclinent vers le côté extraterrestre. Les ovnis font le spectacle dans le ciel de Las Vegas. Une vidéo intéressante de plusieurs lumières d'ovnis qui bougent au-dessus de la ville et qui ont été observés grâce à un filtre infrarouge que la personne avait dans sa caméra. Et ça rend la chose un peu plus délicate, car si on a besoin d'un filtre infrarouge pour voir des objets ou des vaisseaux ou des engins, il pourrait en avoir alors au-dessus de nous, et nous ne le saurions pas, sauf si nous avons une caméra infrarouge en ce moment-là. Voilà. Pendant quelle date les ovnis Las Vegas? Vous avez une date? Pas sur la partie enregistrée le 24 mars. Toutes les actualités de OVNI Paris sont disponibles sur le blog. C'est OVNI Paris, en un seul mot, .blogspot, comme on l'écrirait en anglais, blogspot.fr. Les momies péruviennes. Donc il y a eu cette découverte par Thierry Jamin et son équipe. Et les recherches continuent. On est maintenant au point de faire les analyses ADN. Et j'ai mis un petit article avec une présentation de Manu Alterac. Donc il a fait un petit travail de photos
et pour comparer donc, les momies qu'ils ont retrouvées, les crânes, et des photos de crânes qu'on a d'autres endroits, comme par exemple au Pérou, et il y a eu apparemment toute une culture où on allongeait les crânes des gens, et surtout si la personne était noble, on était né noble, on nous mettait des draps autour de notre crâne pour la serrer très bien et la pousser à grandir plutôt dans la verticale comme un cylindre que comme une boule qui est faite par nature. Après, le journal télévisé de Gilles Thomas, j'aime beaucoup ses présentations. Elles sont toujours, à mon avis, très sèches. Il parle très calmement, mais il est très bon dans les statistiques. Il me donne des informations. Et il ne rajoute rien d'habitude. Il ne donne que les informations, ce que j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien avoir un coin statistique. Parce que je peux avoir juste toutes les données. Savoir où on a eu des apparitions d'OVNI, où elles ont été observées. Et si vous faites ça, vous allez savoir que, bon, à peu près la moitié, sinon plus que la moitié de toutes les observations OVNI au monde ont lieu aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelque sorte d'activité là qui est bien plus intensive qu'ailleurs. Et après les États-Unis, c'est bien l'Europe. La NASA vous donne accès à 140 000 photos, vidéos et archives sonores. Elles font partie de 60 bases de données. Cette nouvelle base de données va permettre une meilleure accessibilité à tous les internautes du monde et on pourra repérer plus facilement les images et vidéos de la NASA. Alors, il s'agit de bien chercher et vous allez pouvoir trouver des images, des vidéos et des fichiers de haute définition des missions de la NASA, donc des missions du passé, hein, et également, par exemple, de l'atterrissage de l'Apollo 11 sur la Lune, des éventuels ovnis qui ont été filmés à partir de la cabine du vaisseau, etc. Si les images n'ont pas été retouchées, je voudrais ajouter entre parenthèses ma propre opinion. Après, je vous ai rajouté un article d'une affaire qu'on a déjà eue, mais je préfère y revenir de temps en temps. À mon avis, c'est une des bases extraterrestres qui existent ici sur le monde. Je parle de la base de Dulce au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Cette affaire revient. Parfois, on nous rajoute des informations où on nous présente les mêmes informations de façon différente. Quelle était l'affaire de Dulce? Pour le comprendre, il faut revenir dans le passé pour découvrir que Dulce est le nom donné à ce qui serait une des 130 bases militaires souterraines secrètes des États-Unis. Elle aurait été bâtie en 1969 à la base d'un accord passé en 1954 sous l'administration Eisenhower entre les autorités des États-Unis représentées par la CIA et une civilisation extraterrestre. Regardez ce que j'ai noté là. Les autorités américaines représentées par la CIA. Mais c'est quoi ça? Les services de renseignement vont représenter un État vis-à-vis d'une civilisation extraterrestre. Est-ce que c'est approprié selon vous? Selon moi, pas du tout. Pas du tout la bonne agence pour mettre à faire ce travail. Alors, cette base se situe près de la ville de Dulce, dans la réserve des Apaches de la tribu Jicarilla. Le traité, à l'origine de cette construction, fut baptisé traité Greada. Il autorisait les extraterrestres à procéder à l'enlèvement de quelques animaux domestiques, principalement de bétail. Il leur était aussi accordé le droit d'expérimenter leur technique d'implant sur une petite quantité d'humains.
En contrepartie, ils s'engageaient à partager certains éléments de leur technologie et ils devaient rendre des comptes sur les expériences menées. Progressivement, les termes de l'accord ne furent plus respectés par les extraterrestres, qui finirent même tout simplement par ne faire que ce qu'ils voulaient sans aucune retenue. Donc ça, c'est une information qui vient d'être, disons, reconfirmée dans cet article, mais que j'ai lu à plusieurs reprises. Donc il y a eu un accord et que les extraterrestres, tout simplement, ne respectent pas l'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous voulez faire quelque chose contre ça? Je trouve ça comme un point qui marque très clairement la vulnérabilité de l'humanité et notre impuissance vis-à-vis d'êtres qui pourraient être bien plus intelligents que nous, technologiquement bien plus avancés et ayant une éthique différente. Voilà. Après, je rajoute toujours des actualités anglophones. Donc, un OVNI en forme de rectangle a survolé une ville en Californie le 9 février 2017. Il a vu un carré très large, c'était assez plat. Il y avait plusieurs lumières oranges qui faisaient un peu la forme d'une arche. Et il y avait une lumière rouge qui pulsait au milieu. Les lumières oranges illuminaient la surface de l'objet. Et a pensé pendant quelques moments que ça pourrait être un bombardier, jusqu'avec comment on dit binoculars, quand on regarde loin, ça s'appelle jumelles. C'est juste qu'avec les jumelles, ils pouvaient voir beaucoup trop clair, et c'était évident qu'il ne s'agissait pas d'un avion, il s'agissait d'un objet de forme rectangulaire. Carré ou rectangulaire? Rectangulaire. Au début, il a pensé que c'était carré, et j'ai fait exprès de lire à haute voix exactement ce qu'il a cité, ce qu'il a dit. Les lumières devraient être à la queue de l'avion, ce qui n'était pas le cas, et l'ampleur, donc l'arche que les lumières ensemble faisaient, parce que c'était plusieurs lumières, était beaucoup trop large pour que ce soit un avion. Selon cette personne qui s'est habituée à voir des avions passer dans sa région, il ne peut pas s'agir d'un avion. Voilà. La NRC, la Commission nucléaire de réglementation des États-Unis, a finalement déclassifié des archives concernant des OVNI qui ont visité des installations nucléaires sensitives. Alors, le Black Vault, c'est une association sur Internet qui milite aussi pour la divulgation de la vérité concernant le phénomène OVNI, et a envoyé une demande de déclassification le 27 février, et en moins d'un mois, ils ont été surpris par la réponse et la déclassification, alors des documents, parlant entre autres d'un ancien agent de sécurité à la station nucléaire de Cooper qui a observé un OVNI entre les années 1986 et 1989. Donc il a des cas là qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas toutes les informations qui du coup pourraient être soit pour la première fois enregistrées, soit les informations pourraient être complétées. Moi, je trouve ça très intéressant que du coup, cette commission a voulu libérer, déclassifier des informations. Voilà, je vous laisse avec ça. Et je vais passer le micro à Patrice. Et il y a d'autres actualités, comme tous les mois, je sélectionne un certain nombre
Et vous pouvez le trouver sur ovniparis.blogspot.fr. Voilà. Non, c'est là, je suis là.